En général, quand on discute de Dragon Ball, c'est pas pour parler de ses personnages féminins. C'est simple, les seules fois où des gens parlent des femmes dans Dragon Ball, dans des articles ou des vidéos, soit c'est pour parler de leur physique, soit c'est des tops qui se ressemblent les uns les autres, parce qu'on voit toujours les mêmes noms tellement il y en a pas beaucoup. Et pour cause, en tant que shonen à l'ancienne, bien ancré dans les années 80 et 90, Dragon Ball est une œuvre qui vise notamment la caricature qu'on se ferait d'un jeune garçon de l'époque. Il y a de la bagarre, beaucoup de bagarre, de la comédie très cartoon avec pas mal d'humour beauf, notamment au début, quasi pas de romance, et encore plus de bagarre. Son casting féminin est très réduit et le peu qu'on a est assez rapidement effacé. Je rappelle que les mangas shonen, même si d'après leur définition semblent viser le jeune public masculin, dans la réalité leur public est très mixte, surtout aujourd'hui. Après ça varie beaucoup selon les œuvres. Là où Dragon Ball, Yu-Gi-Oh ou encore Nisekoi ont un public très masculin, d'autres mangas shonen ont un public assez paritaire, comme Demon Slayer, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, et certains sont même plus populaires auprès du public féminin, comme Tokyo Revengers, Haikyuu ou Gintama. Et c'est pas une tendance récente, des mangas du Shonen Jump comme Captain Tsubasa et Senseiya étaient déjà très populaires auprès du lectorat féminin. Bref, les shonen ont en réalité un public très mixte, mais en l'occurrence celui de Dragon Ball est très largement masculin. Après, est-ce que ça explique une telle lacune en termes de perso féminin? Bah non, parce que d'une part c'est une erreur de penser que les mecs ne peuvent pas s'identifier à un perso féminin, enfin en tout cas les mecs qui sont pas trop cons et misogynes, et d'autre part, on observe qu'il y a des mangas animés avec quasi que des persos féminins qui sont très populaires auprès des hommes, comme Yuru Camp, Bocchi the Rock ou même Pretty Cure, et ce même sans qu'elles soient sexualisées, donc l'excuse marche pas. Les seuls qui sont encore convaincus que les persos féminins ne marcheront jamais dans leurs mangas, ce sont les responsables du Shonen Jump, qui forcent encore aujourd'hui leurs auteurs à ne pas faire du perso principal de leur manga un perso féminin seul. Ça a été le cas par exemple pour Dan Dadan, dont l'auteur a été forcé d'ajouter Okarun pour faire un duo de protagonistes au lieu d'avoir seulement Momo. En résumé, il n'existe pas de vraie justification qui explique la rareté des persos féminins dans les shonen en général et dans Dragon Ball en particulier. Dans ce dernier, ça s'explique surtout par le contexte de l'époque et les habitudes de son auteur Akira Toriyama. Et ça m'emmerde parce que depuis que je suis petit, j'aime bien Dragon Ball, mais j'aime bien aussi les persos féminins. Mon perso préféré de Dragon Ball, c'est une des rares femmes de son casting. D'ailleurs, passons-les en revue dans leur ordre d'apparition. Le premier perso féminin à apparaître dès le début de Dragon Ball est aussi celle qui aura le plus d'importance et le plus de temps d'apparition dans le manga et la série animée, Bulma. Son nom, Bulma en japonais, vient des Bloomers, un mini-short très court faisant partie de la tenue de sport obligatoire des écolières japonaises jusqu'à la fin des années 90, début 2000. Les Bloomers ont été abandonnés depuis à cause de tous les problèmes de sexualisation et de harcèlement que vivaient les japonaises mineures durant leur scolarité. Et on peut dire que ça annonce un peu la suite. Au début de l'histoire, Bulma est une jeune fille de 16 ans qui rencontre Goku pendant sa recherche des Dragon Ball, 7 boules magiques qui, une fois réunies, permettent d'exaucer n'importe quel vœu. Inventeuse de génie, elle parcourt le monde équipée de nombreux gadgets créés par la Capsule Corporation, l'entreprise de son père, qui est un peu le Jeff Bezos de Dragon Ball. C'est Bulma qui a créé notamment le Dragon Radar, un appareil capable de détecter les Dragon Ball. À part ça, on va pas se mentir, le trait principal de Bulma qui est mis en avant au début de Dragon Ball, c'est son physique. Si jamais vous connaissez surtout Dragon Ball Z ou Super, c'est-à-dire après l'arrivée des Saiyans, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle était sexualisée. Première rencontre avec Goku, elle tente de le séduire pour lui prendre sa Dragon Ball en lui montrant sa culotte. Plus tard, Goku la voit prendre son bain, puis il lui enlève sa culotte quand elle dort car il découvre que les filles n'ont pas de boule. Rencontre avec Tortue Géniale, elle accepte de lui montrer sa culotte pour qu'il prête son nuage magique. Sauf qu'elle ne sait pas qu'elle n'a plus sa culotte, donc elle montre tout involontairement. Rencontre avec Oolong, elle tente de le séduire en indiquant son tour de poitrine. Rencontre avec Yamcha, celui-ci la voit en train de sortir de la douche pendant qu'il l'espionne. Oolong qui essaye d'agresser sexuellement Bulma après lui avoir donné un somnifère. Yamcha qui agresse sexuellement Bulma par accident, puis celle-ci est obligée de porter un costume de Bunny Girl, car comme par hasard, elle n'a plus d'autres vêtements. Et Tortue Géniale demande de lui toucher les seins en contrepartie d'éteindre le feu d'une montagne avec son Kamehameha, même si là elle s'en sortira en demandant à Oolong de prendre son apparence afin d'être tripotée à sa place. Je vous ai dit qu'elle avait 16 ans? Bon voilà, ça c'est fait. Attends, c'est pas fini. Là on est qu'à l'épisode 8. Je sais. Après l'échec du vœu de Pilaf, Bulma commence déjà à moins apparaître. Elle revient lors de leur affrontement contre le général Blue, où elle finit en petite culotte, et tente de séduire leur ennemi qu'elle trouve beau, mais celui-ci la repousse parce qu'il est gay. Et non, on ne parlera pas de la représentation de l'homosexualité dans Dragon Ball. Vaut mieux pas. Plus tard, elle est ramenée avec Tortue Géniale lors du combat contre les combattants démoniaques de la sorcière Mami Baba. Et Krillin fait montrer la poitrine de Bulma au vieux pervers afin que celui-ci saigne du nez et révèle la présence de l'homme invisible que combattait Yamcha. À part ça, ses seuls rôles sont servir d'intérêt amoureux à Yamcha, réparer quelques trucs comme le Dragon Radar, se faire sauver
ou être simple spectatrice, notamment lors des tournois Budokai. Son temps d'apparition, dont le contenu n'était déjà pas glorieux, diminue drastiquement à partir de Dragon Ball Z et l'arc des Saiyans. À partir de là, elle sera cantonnée à un rôle de soutien, ce qui en soi est logique vu qu'elle est une intellectuelle et pas une combattante. C'est elle qui fournit les dragons radars aux autres personnages quand il faut réunir les Dragon Ball, elle étudie la technologie Saiyan que ces derniers ont laissée sur Terre, elle répare le vaisseau de Kami afin de se rendre sur la planète Namek, elle crée une télécommande pour détruire les cyborgs, enlève la bombe du corps de C16, et dans le futur, elle crée une machine à voyager dans le temps. Du coup, à la fois, elle a un rôle très important, mais en même temps, elle est totalement inutile sur le terrain, ce qui fait qu'on la voit quasiment pas. Typiquement, pendant l'arc de Freezer, on sent qu'elle est un poids plus qu'autre chose une fois arrivée sur Namek, car elle est complètement dépassée par les événements. Elle tombe même à nouveau sous le charme d'un de leurs ennemis, Zabon, avant qu'il ne se transforme. À partir de l'arc des cyborgs, elle participe cependant de manière indirecte. C'est la seule qui arrive à tenir tête à Vegeta et à le canaliser, c'est grâce à elle qu'il deviendra définitivement leur allié, et leur enfant Trunks aura un rôle important à jouer. C'est aussi elle qui propose un plan hyper simple qui aurait pu tout régler avant l'arrivée des cyborgs et de Cell, utiliser les Dragon Ball pour demander à Shenron où se trouve le créateur des cyborgs et l'arrêter avant qu'il n'agisse. Mais non, personne ne l'écoute car il préfère se battre, alors que ça aurait pu éviter beaucoup de morts et de souffrances. À partir de la saga Boo, Bulma est à nouveau cantonnée à un rôle de simple spectatrice. Notez que, en référence au début de Dragon Ball, dans cette saga, Goku négocie avec le vieux Kaioshin pour libérer le potentiel maximum de Gohan, en échange de pouvoir toucher les seins de Bulma, même si ça ne se fera pas au final. Et on n'ira pas plus loin car je m'intéresse aux persos féminins créés directement par Toriyama. Jusqu'à la fin du manga, du coup pas de Battle of Gods, ni de Super, Daima, ni de GT d'ailleurs. Et avec ce résumé, on se rend compte que même en prenant le perso féminin le plus important et le plus présent dans Dragon Ball, le bilan il est pas fou. Certes, c'est Bulma qui déclenche l'histoire, sans elle il y aurait plein de choses différentes dans Dragon Ball, mais en même temps l'auteur ne lui rend pas vraiment honneur. À part pour un truc que j'avais oublié de mentionner et dont je me suis rappelé au montage, les tenues et les coupes de cheveux de Bulma. À chaque fois qu'on la voit, elle a un style différent, et ça j'avoue, c'est très cool. Le deuxième perso féminin important de Dragon Ball, c'est Chi-Chi. Ça veut dire téton en japonais. Une jeune fille de 12 ans, fille de Gyumao, un aventurier qui a accumulé de nombreuses richesses avant de se marier. Elle rencontre Goku qui lui touche l'entrejambe pour vérifier s'il a une fille ou un garçon, puis elle lui propose de se marier. Goku ne comprend pas mais accepte car il croit qu'elle parle de nourriture. Des années plus tard, au tournoi Budokai, elle rencontre à nouveau Goku et lui fait confirmer leur mariage. Après cela, on la verra qu'en tant que mère au foyer en train d'élever Gohan, comme une caricature de parents asiatiques exigeants et s'énerver contre son mari. C'est très résumé, mais globalement, Chi-Chi elle fait pas beaucoup plus que ça. Elle a participé à quelques gags au début de Dragon Ball, avant de ne revenir que bien plus tard pour s'enfermer littéralement dans un rôle d'épouse. Je dis pas que c'est mal, au contraire, c'est ce que Chi-Chi désire, et c'est plutôt cohérent avec le personnage, donc aucun souci. Après, ne venez pas me dire qu'elle ne se résume pas à ça. Il y a d'autres trucs à dire, oui, ne vous énervez pas tout de suite, j'y viendrai. En dehors de Chi-Chi et Bulma, il faut savoir que c'est dans les débuts de Dragon Ball qu'on rencontre le plus de persos féminins secondaires. Le côté aventure expliquant en partie cela, là où les sagas suivantes se passent dans des lieux isolés ou pendant une fin du monde. Ainsi on trouve Mei, l'acolyte de Shu et Sbire de Pilaf, un trio de méchants incompétents à la Team Rocket. Elle ne reviendrait plus jusqu'à Battle of Gods et Super, où elle va rajeunir et sortir avec Trunks, alors qu'elle est beaucoup plus âgée que lui à la base. Bizarre. Lunch, une jeune femme qui change de couleur de cheveux et de personnalité en éternuant, prenant un temps la place de Bulma pour s'occuper du fanservice. Elle participe à certaines scènes d'action, mais comme les autres, elle devient rapidement spectatrice et absente. On sait qu'elle tombe amoureuse de Tenshinhan et restera à ses côtés quelques années avant de partir faire sa vie. Elle ne réapparaîtra qu'une seule fois, uniquement dans l'anime, à la fin de la saga Boo, lorsque les humains lèvent les bras pour le Genkidama de Goku. Suno ou Sally dans la VF, une petite fille qui vient au secours de Goku lorsqu'il s'évanouit dans la neige, et qui l'accueille chez elle lors de son combat à la tour muscle de l'armée du ruban rouge. Pareil, on ne la reverra plus avant la fin de la saga Boo avec le cyborg C8. Mami Baba, une sorcière qui peut faire revenir les morts sur Terre pendant une journée, elle permet à Goku de revoir son grand-père une dernière fois, puis reviendra lors de la saga Boo pour permettre à Goku puis Vegeta d'aller sur Terre. On voit aussi pour la première fois la mère de Bulma, qui officiellement s'appelle Bikini, mais n'est jamais nommée dans le manga et l'anime, contrairement à son mari, le Dr Brief. Et enfin, on croise Arale, le perso principal de Dr Slump, un autre manga d'Akira Toriyama qui s'est permis un petit crossover. Ça fait pas mal de persos différents, mais elles vont la plupart rester très marginales quand elles ne disparaissent pas tout simplement. Après, pour être honnête, c'est quelque chose qui touche la plupart des personnages du début de Dragon Ball. Yamcha devient très rapidement dépassé dans tous les domaines et se retrouve quasi toujours en tant que victime. Je parle même pas de son compagnon Plume que tout le monde oublie après l'arc du démon Piccolo. Oolong pareil, Yajirobe il fait un truc contre Vegeta, puis il se convertit en livreur Uber de haricots magiques, les Senzu.
Tenshinhan, à part un moment où il gagne un peu de temps contre Cell, il sert plus à rien à partir du moment où les Saiyans sont arrivés. Chaozu, j'en parle même pas. Les deux seuls qui restent un peu pertinents sont Krillin, qui gagne un boost de potentiel libéré sur Namek, et encore ça tient pas longtemps, et Petit Cœur, enfin Piccolo, qui devient plus puissant qu'un Super Saiyan après avoir fusionné avec Dieu. Mais pareil, ça ne dure pas, et même lui va obtenir un rôle de soutien dès la saga Boo. Bref, cette épidémie de personnages secondaires qui deviennent obsolètes, elle ne touche évidemment pas que les femmes. Après, l'une des différences, c'est que lorsque les persos féminins deviennent marginalisés, en général c'est parce qu'elles forment un couple ou deviennent mères au foyer, là où les hommes ont des chemins différents. Ils peuvent se ranger dans la société, rester des combattants, voire les deux. Dans la saga des Saiyans, on n'a aucun nouveau perso féminin, à part dans les fillers de l'animé où apparaît la princesse serpent, une femme qui tente de séduire Goku pour le manger. On parlera des stéréotypes plus tard. Dans la saga de Freezer sur Namek, littéralement aucun nouveau perso féminin. Après ce gros creux, on a la saga des cyborgs avec l'arrivée de C-18, aux côtés de C-16 et C-17, les antagonistes qui remplacent C-19 et C-20 avant de se faire eux-mêmes remplacer par Cell. C-18 est une cyborg, donc une personne avec des modifications cybernétiques, mais elle reste bien une humaine qui s'appelait Lazuli. C'est LA première femme antagoniste principale dans Dragon Ball, Mai n'étant qu'une sbire et la princesse serpent venant d'un filler, ainsi que la première femme combattante à tenir tête au protagoniste, Chi-Chi étant très loin du niveau des combattants du tournoi Budokai, même si elle maîtrise les arts martiaux. Deux caractéristiques qu'on ne retrouvera plus jamais chez une femme dans le manga, ainsi que l'anime si on s'arrête avant Dragon Ball Super. On a donc une rupture assez nette avec l'introduction de C-18, qui en plus bat sans problème Vegeta, qui vient d'atteindre le niveau Super Saiyan, personnage plutôt considéré comme assez macho. You talk a lot of shit for a washing machine. And no, I'm not just saying that because you're an android. I'm saying it because you're a... Malheureusement, une fois passé ce combat, on n'aura plus l'occasion de profiter de ces magnifiques coups de pied. Ça se voit que c'est mon personnage préféré de Dragon Ball ? Depuis que j'ai 8 ans, une fois Cell arrivée, elle passe de sujet à objet en devenant physiquement un enjeu de l'histoire, à sauver ou à détruire. Finalement, elle est sauvée et rejoint les héros en devenant la femme de Krillin. On la revoit dans la saga Boo et elle se bat un peu lors d'un nouveau tournoi, mais n'a plus aucune incidence dans l'histoire principale, elle aussi totalement dépassée en termes de puissance. A noter que s'il ne lui arrive rien de tel dans le manga, elle se fait agresser sexuellement par Tortue Géniale dans l'animé, devant sa propre fille. Dans la saga Boo, on croise Emily en VF, une camarade de lycée de Gohan, mais qui est très secondaire, ainsi que Videl, la fille du champion du monde d'arts martiaux Hercule Satan, qui s'est fait passer pour celui qui a battu Cell à l'époque. Videl va découvrir les vrais pouvoirs de Gohan et l'amener à l'entraîner, notamment pour lui apprendre à voler avec son ki, ce qui les rapprochera. Elle participe au tournoi Budokai et affronte Spopovich dans un des combats les plus violents du manga. Après avoir été soignée, elle veut suivre Gohan jusqu'à son affrontement contre Babidi, mais doit se résigner car, encore une fois, elle est totalement dépassée en termes de puissance. Elle restera spectatrice pour le reste de cette partie, sa seule intervention étant lorsque Super Boo accepte de laisser du temps à Goten et Trunks de finir leur entraînement, car il reconnaît sur Videl l'odeur de son père, Hercule Satan, avec qui Boo était devenu ami auparavant. Dans Dragon Ball, Videl est considéré par les fans comme étant le perso féminin avec la romance la plus développée. Ce qui n'est pas difficile car c'est surtout la seule qui est développée en fait. Bah oui, Bulma on la voit jamais avoir des interactions de couple, que ça soit avec Yamcha à l'époque ou avec Vegeta plus tard, qui lui-même est très absent et ne s'intéressera à ses propres enfants qu'après la saga des cyborgs. Et encore, vous serez pas surpris quand je vous dis que c'est pas le père de l'année. Chi-Chi et Goku, pareil, on les voit jamais interagir comme un couple. Et Goku s'occupe peu de son fils en dehors de l'entraînement. Et pareil pour C-18 et Krillin, elle lui fait un bisou à un moment, et plus tard on sait qu'ils sont mariés et qu'ils ont une fille, mais on ne voit rien d'autre. On sent que Toriyama n'était pas à l'aise avec la romance, et il en a parlé d'ailleurs en interview. Concernant Videl et Gohan, ils ont très peu d'interactions qui suggèrent de la romance, et le peu qu'on a est assez forcé et maladroit. Et voilà, on arrive au bout des persos féminins du manga Dragon Ball. Si on prend en compte les films et OAV, on peut ajouter Zangia, une des sbires de Bojack dans Les Mercenaires de l'espace, ainsi que Celipa, une Saiyan du groupe de Badak dans Le père de Son Goku. Mais les deux ne sont même pas nommés dans leur animé et restent très secondaires. Au final, bon bah c'est pas glorieux. La plupart des persos féminins dans Dragon Ball sont soit sexualisés, soit renvoyés à un rôle de séduction, soit finissent femmes au foyer, parfois les trois à la fois, et les rares combattantes ne le restent pas longtemps. Néanmoins, il y a
un point particulier qui est partagé par toutes ces femmes, et que vous avez peut-être déjà martelé en commentaire avant même d'avoir fini cette vidéo, les femmes dans Dragon Ball ont un caractère fort. En effet, un truc qu'on remarque dès le début du manga, c'est que les persos féminins ne se laissent pas faire, et elles ont même plutôt tendance à dominer les hommes. Les femmes kidnappées par Oolong qui font la loi chez lui, Bulma qui tient tête à des persos bien plus puissants qu'elle, Chi-Chi qui a autorité sur Goku et Gohan, Lunch qui est une force de la nature en version blonde, C18 qui est littéralement plus forte que la plupart des autres hommes, et bien sûr Videl qui a un vrai esprit combattant. Les gens ont remarqué la baffe de Bulma envers Beerus dans Battle of Gods, avec Vegeta qui s'énerve comme le macho qu'il est dans une scène qui n'a aucun sens en termes d'échelle de puissance, mais sachez qu'on a déjà eu ce genre de scène avec Chi-Chi qui vient gifler Super Boo car elle pense qu'il a tué Gohan. Et c'est pas une fausse baffe qu'elle reçoit en retour, Super Boo la transforme en œuf avant de l'écraser devant les yeux de son fils Goten. Et contrairement à Vegeta, Goten finit par être raisonné par Piccolo au lieu de foncer dans le tas sans réfléchir. Bref, les femmes dans Dragon Ball sont plutôt dominantes. Bulma, Chi-Chi et C18 sont clairement celles qui portent la culotte dans leur couple. Mais alors, les persos féminins dans Dragon Ball seraient-elles des femmes fortes et indépendantes? Akira Toriyama serait-il en réalité féministe? Non. Tellement pas. D'une part, j'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo que ce qu'on appelle les personnages féminins forts dans la fiction ne sont pas forcément synonymes de persos féminins réussis et encore moins féministes. Je vois beaucoup de gens se servir de ce seul argument pour écarter toute autre critique liée à la sexualisation ou au sexisme notamment. Sauf que non, c'est pas un vrai argument. Un perso féminin peut casser des bouches et être sexualisé par son auteur ou présenter des comportements genrés caricaturaux. C'est pas une excuse qui absout l'auteur de toute critique. D'autre part, cette caractéristique des femmes dans Dragon Ball s'explique très bien par deux raisons. Déjà, Akira Toriyama lui-même indique dans une interview qu'il n'aime pas créer des persos féminins avec une personnalité mignonne et docile. C'est pour ça qu'elles finissent toujours par avoir un fort caractère. Ensuite, Toriyama il s'est marié à une vie de couple à partir du début des années 80, une période où le modèle de la cellule familiale traditionnelle, avec l'homme chef de famille qui travaille pour apporter de l'argent à la maison et la femme qui s'occupe du foyer, est encore majoritaire. Là on pourrait se dire que c'est une situation qui favorise plutôt l'autorité du mari, mais dans la réalité c'était un peu plus compliqué que ça. Vu que le mari passait ses journées au travail, c'était l'épouse qui certes s'occupait des corvées et des enfants, mais c'était surtout elle qui gérait le budget de la famille, ce qui lui conférait des responsabilités mais aussi un certain pouvoir. Dans cette période économique très prospère de la société de consommation, les femmes japonaises avaient ainsi accès à un certain pouvoir d'achat, ce qui leur donnait une autorité de fait dans les décisions à prendre pour la famille, ainsi qu'une certaine liberté dans le choix de leurs loisirs et leurs achats. Bon attention, c'était pas le matriarcat non plus, hein. Les femmes japonaises restaient dépendantes de leur mari, elles se retrouvaient dans des situations très précaires en cas de divorce ou de décès du mari, elles avaient très peu accès au marché du travail dans lequel elles étaient largement discriminées, et quasi aucune femme n'occupait de poste à haute responsabilité, que ça soit dans les entreprises ou la politique. Et d'ailleurs, tous ces derniers points n'ont pas beaucoup évolué jusqu'à aujourd'hui, en dehors de la chute du nombre de mariages et de la natalité. Même le pouvoir d'achat dont elles bénéficiaient a commencé à pas mal s'effondrer à partir des années 90, avec les premières explosions de bulles spéculatives. Bref, à cette époque, même si les femmes japonaises restaient dépendantes de leur mari, elles avaient quand même une certaine autorité au sein du foyer. Et je pense que c'est ça aussi qui explique en partie le fort caractère de quasi tous les persos féminins dans Dragon Ball, avec cette image un peu exagérée de la femme japonaise qui porte la culotte dans le couple. Toriyama a précisé en interview que sa femme ne ressemble pas du tout à Chi-Chi, donc on peut pas dire que c'est du vécu personnel. Mais ça pourrait être sa façon de représenter la femme japonaise moyenne de cette époque. Après, est-ce que dans Dragon Ball ça en fait des bons personnages ? Je dirais, heureusement qu'elles ont ça pour elles, sinon il y aurait pas grand chose à sauver, même si en vrai il y a une certaine évolution. Au début de Dragon Ball surtout, les persos féminins sont très caricaturaux et utilisés pour le fanservice, dans la même lignée que nombre de mangas shonen des années 80 comme Ranma 1/2 ou City Hunter. Les femmes sont montrées comme émotives, caractérielles, manipulatrices, et cherchent un homme à épouser pour devenir mère au foyer. On a ensuite 2 sagas entières sans aucun nouveau perso féminin, puis un certain renouveau avec C18 et Videl, beaucoup moins caricatural et sexuel, même si elles finissent toujours par s'épanouir à travers leur mariage avec un homme, ce qui était effectivement la norme dans la société de l'époque. En bref, malgré quelques bons points et une évolution positive, on ne peut que constater une différence de traitement notable entre les persos féminins et masculins dans Dragon Ball. Après, ça n'empêche pas de pouvoir apprécier Dragon Ball et ses personnages. Comme je disais, C18 est littéralement mon perso préféré, et j'aime beaucoup aussi Videl, et même Bulma et Chi-Chi ont des moments très cool. Si je parle de ça, c'est pour aller plus loin que toutes les analyses existantes que j'ai vues sur le sujet, qui restent très en surface, et la plupart du temps se contentent de dire « Alors oui, elles sont sexualisées et n'apparaissent pas beaucoup, mais c'est des persos féminins très forts ». Sincèrement.
Écoutez-moi les gens, on peut reconnaître lorsque des persos ont des défauts, voire des côtés problématiques à cause de leur auteur. C'est pas grave, ça n'empêche pas d'apprécier une œuvre. Au contraire, c'est plutôt une preuve d'ouverture d'esprit d'être conscient de ces aspects. Personne ne va cancel Dragon Ball ou quoi que ce soit. Le manga est tout le temps réédité, l'anime est disponible littéralement partout, et il y aura sûrement encore de nouvelles séries et de nouveaux jeux vidéo qui continueront de sortir. Au final, le but de cette vidéo, c'est pas de distribuer les bons points ou les mauvais points, c'est plutôt de mettre en évidence et nuancer des défauts dans une œuvre afin que les prochaines s'améliorent. Enfin, les prochaines, je parle des mangas en général, hein, pas de la licence Dragon Ball. Non, franchement, faut arrêter et la laisser tranquille. Dragon Ball Super, Daima, etc. Stop! Ça suffit! Faut passer à autre chose au bout d'un moment. Arrêtez de nous prendre pour des vaches à lait!